De retour sur Africa 24, poursuite des débats dans le cadre de la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Africa 24 vous fait suivre les interventions des différents chefs d'État en direct de New York. Nous poursuivons à présent le débat général. Au nom de l'Assemblée générale, l'Assemblée générale va entendre une déclaration de son Excellence, M. Mukunku Wututsi Eric Kabensu Masese, vice-président du Botswana. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au vice-président de la République du Botswana. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée générale. Mr. President, Monsieur le Président, au nom de son Excellent le Président de la République du Botswana, le lieutenant-général Dr Seretse Khama, permettez-moi de me joindre à mes préopinants et de vous féliciter alors que vous assumez la présidence de la 71e session de l'Assemblée générale. Et permettez-moi par là même de rendre hommage à votre prédécesseur. Ma délégation appuie pleinement votre choix pour le thème de cette session, à savoir les objectifs de développement durable, un coup de pouce universel pour changer notre monde. Nous sommes conscients du besoin et de l'importance d'examiner, de surveiller et d'évaluer le progrès réalisé dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les ODD, au cours des 15 prochaines années. C'était l'un des principaux enseignements à tirer de la mise en œuvre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Monsieur le Président, le Botswana reconnaît depuis longtemps que le prérequis pour un développement durable reconnu est l'appropriation nationale du processus, qui doit se baser sur des institutions et des procédures inclusives, redevables, démocratiques et fortes. Pour nous, au Botswana, l'adhésion à ces principes qui s'accompagnent de l'exploitation judicieuse des ressources naturelles et d'un appui au développement, d'un appui international au développement, nous a permis, en tant que pays, d'obtenir les résultats que nous avons enregistrés dans les 50 années de notre indépendance. Dans 7 jours, le 30 septembre, pour être plus précis, le Botswana célébrera le 50e anniversaire de son indépendance. Une fois de plus, permettez-moi de rappeler à cette Assemblée que nous étions l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un PIB d'habitants d'environ $70 en 1966. Nous avons pu rejoindre la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Lorsque l'on nous avait dit, comme au reste de l'Afrique, que nous étions prêts pour l'autodétermination, de nombreux sceptiques, des historiens et des commentateurs considéraient que nous n'étions pas prêts pour l'indépendance réelle. En fait, le 28 septembre 1966, 2 jours avant que nous n'ayons rejoint la communauté des nations souveraines, un journaliste canadien cynique, un certain Charles King, du Southern News Services of Canada, a observé, je cite, Bechuanaland, terre désertique, pauvre et affamée, aura son indépendance vendredi. Ces nouveaux drapeaux bleus, blancs et noirs sont levés partout dans le Gaborone, à Gaborone, sa capitale incongrue. Mais ailleurs, dans les
terres désertiques vastes et sans route qui prendront le nom du Botswana, il y a peu de raisons de célébrer. Il poursuivait en disant 2 années de sécheresse désastreuse et de mauvaises récoltes ont semé le chaos et la faim parmi ses habitants agricoles très éparpillés. Plus d'un cinquième de la population survit littéralement par la nourriture d'urgence et les nombres vont croissant. Il poursuivait encore en disant que le pays était criblé de dettes et dans la misère économique et qu'il était destiné à être un cas de charité internationale pour toujours en exportant ses meilleures ressources humaines et son bétail contre des liquidités et la charité de l'étranger. Avec moins de 3 km de routes asphaltées dans tout le pays, 42 diplômés d'université, quelques écoles primaires et une seule voie ferrée et qui était exploitée par la Rhodésie voisine et une station de radio nationale qui ne diffusait que 2 heures par jour. Nous sommes un pays qui a connu des débuts très humbles. Ayant rejoint les Nations Unies en 1966 avec le Lesotho, Guyana et les Barbades, nous retournons sur notre passé avec un sentiment de fierté et d'accomplissement. Et nous n'avions presque pas d'infrastructures sur lesquelles compter au début de notre indépendance. Nous avions accordé une grande importance à la construction d'une nation unie, démocratique et redevable, basée sur le respect de la démocratie, des droits humains, de l'état de droit, des institutions solides. Conscients des circonstances et des défis de l'époque, nous avons décidé de baser notre développement sur 4 principes nationaux clés de démocratie, de développement, d'unité et d'autonomie. Et alors que nous réfléchissons à ces défis et à nos modestes accomplissements, nous sommes fiers du fait que nous sommes faits de figurer parmi les démocraties les plus stables de l'Afrique et ont tenu des élections justes, équitables, pacifiques et multipartites, 5 ans sans interruption. En célébrant 50 ans d'indépendance, nous sommes conscients du fait que nous n'aurions pas pu franchir toutes ces étapes sans l'appui nécessaire et la solidarité de la communauté internationale. Et pour cela, nous serons toujours reconnaissants envers les partenaires de développement inlassables de tous les coins du monde qui nous ont appuyés au cours de ce voyage. Et étant donné l'engagement de tous les partenaires de développement, des bailleurs de fonds, des entités partenaires, nous avons beaucoup progressé dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'infrastructure, du développement des ressources humaines ainsi que de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et ceci, cependant, ne nous entraîne pas à nous reposer sur nos lauriers. Comme de nombreuses nations, le Botswana ressent déjà l'impact négatif du changement climatique. Cet impact se manifeste par le déclin de la production agricole, l'augmentation de la sécurité alimentaire et l'augmentation des problèmes d'eau. Et ceux-ci, sur les prévisions, vont s'aggraver avec le temps. La menace que représente le changement climatique ne doit pas être sous-estimée. L'action mondiale urgente et efficace pour atténuer le changement climatique et s'y adapter est nécessaire pour éviter les conséquences catastrophiques du changement climatique. Le sens d'obsession de l'Assemblée générale est une occasion stratégique d'injecter une dynamique politique nécessaire dans la mise en œuvre efficace du programme 2030 qui a été adopté par cette auguste enceinte à l'unanimité il y a exactement 1 an. Le récent événement de haut niveau sur les grands mouvements de réfugiés et de migrants d'il y a quelques jours nous rappelle malheureusement les défis que la planète doit toujours relever. Alors que nous saluons tous les États qui ont endossé le fardeau de l'accueil des personnes déplacées, ce n'est clairement pas la réponse. Et il faut faire plus pour traiter le problème et trouver des solutions. Et clairement, la situation où l'on reçoit d'autres personnes ne sert qu'à encourager ceux
qui suivront leurs prédécesseurs. En tant que membre de la communauté des nations épris de paix, de liberté et de jouissance de la vie, nous sommes très préoccupés quant aux nombreux actes de terreur, aux nombreux conflits et à la souffrance humaine qui ont précipité ces déplacements de personnes à travers le monde. À cette fin, nous sommes préoccupés quant à la crise syrienne de longue date qui aurait dû avoir été contenue si le Conseil de sécurité de la communauté internationale avait été intervenu rapidement dans cette catastrophe créée par l'homme. L'histoire nous jugera durement car nous avons permis à cette situation de dégénérer pour atteindre le niveau qu'elle a aujourd'hui. Cependant, nous sommes bien comprendre qu'Assad et sa machine de guerre qui massacre des innocents n'est pas la seule partie qui commet des crimes contre l'humanité. Nous sommes tout aussi préoccupés, nous condamnons les violations flagrantes du droit international et des résolutions de l'ONU commises par la Corée du Nord par le fait qu'elle continue de tester des missiles balistiques. Et pour démontrer notre condamnation de ce fait, nous avons interrompu nos relations diplomatiques avec cet État à cause de son très faible bilan en termes des droits de l'homme. Et selon nous, la Corée du Nord et la Syrie ne méritent pas d'être membres de cet organe mondial, étant donné qu'ils ne respectent pas les valeurs et les principes qu'ils se sont engagés à respecter. Et en tant que communauté de nations qui est liée aux idéaux universels, nous soustrairions à nos responsabilités si nous ne nous tenions pas pour responsables des violations des valeurs fondamentales des droits humains que cette organisation doit faire respecter. À la lumière de l'augmentation des menaces à la sécurité, nous appelons le Conseil de sécurité, en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale, de faire preuve de sérieux pour exécuter son important mandat. Il ne peut plus être acceptable de nous cacher derrière le veto alors que des millions de vies innocentes sont perdues. Nous continuons d'exprimer nos condoléances et d'envoyer nos prières envers ceux qui sont frappés par des catastrophes telles que les séismes, les inondations et les autres calamités naturelles. Et nous présentons nos condoléances envers tous ceux qui ont perdu leur vie l'an dernier. À cet égard, nous souhaitons féliciter la société civile pour ses nombreux efforts afin d'apporter une aide humanitaire à ceux dans le besoin. Et dans la même veine, nous réitérons notre conviction qui est partagée par beaucoup d'autres et selon le principe de la responsabilité de protéger, que les États ont la responsabilité primordiale de protéger leur propre population face au génocide, à l'épuration ethnique, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. Et nous saluons l'Organisation des droits de l'homme, les organisations des droits de l'homme qui travaillent pour mettre au jour ces violations où qu'elles aient lieu dans le monde. En tant que fervents partisans de la CPI, nous appuyons tous ces efforts pour lutter contre l'impunité, renforcer le système de justice pénale internationale afin de faire la justice pour les victimes de ces crimes. Et nous exhortons les États signataires du statut de Rome à respecter leurs engagements. Il est essentiel, Monsieur le Président, que nous redoublions d'efforts pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité et pour protéger les femmes dans les conflits armés et pour les impliquer dans tous les niveaux du processus de médiation, de maintien de la paix et de consolidation de la paix, de reconstruction et de développement, étant donné qu'elles souffrent le plus des effets des conflits armés. En tant que nation éprise de paix, nous réaffirmons notre conviction quant aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les nombreux instruments multilatéraux en vertu du droit humanitaire international, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Permettez-moi de conclure en saluant le Brésil qui a organisé avec succès les Jeux olympiques malgré les critiques de certains qui cherchaient à disséminer des messages de crainte en liant les jeux à des questions telles que le virus Zika, le terrorisme et d'autres. Dans une question connexe, nous condamnons le Comité paralympique international qui a interdit la participation de tous les athlètes russes. Nous ne sanctionnons aucun dopage, mais de punir des athlètes qui ne se sont pas dopés est une discrimination. Ceux qui participent aux Jeux paralympiques sont handicapés et c'est une façon pour eux de surmonter leurs défis physiques. Et les traités qu'ils reçoivent un traitement de la sorte par cet organe qui a été créé pour faire preuve de compassion pour ces personnes est une injustice. Et nous pensons qu'il y a un agenda caché derrière les raisons officielles. Et enfin, j'aimerais réaffirmer l'engagement continu du Botswana de jouer son rôle dans la quête de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que dans les efforts de la communauté internationale pour que ce monde soit plus sûr, plus prospère pour les générations présentes et futures. Enfin, étant donné que nous sommes aux États-Unis,
Unis, nous souhaitons au peuple des États-Unis des élections couronnées de succès en novembre. Nous espérons que la personne qui sera victorieuse sera quelqu'un qui sera tolérance de tous. Et dans l'esprit de la Charte des Nations Unies, et comme nous le suggère le programme 2030 de développement durable, travaillons à la transformation de notre monde et ne laissons personne de côté. Merci de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le vice-président de la République de Botswana de la déclaration qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir raccompagner son Excellence. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au vice-président de la République du Soudan du Sud, Son Excellence M. Taman Den Gay. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée générale. Your Excellency, the President of the General Assembly, Your Excellency, the Secretary General of the United Nations, Your Excellencies, Head of State and Government, distinguished guests, members of the August House, ladies and gentlemen. Mr. President, I bring to you greetings from my President, General Salva Kiir Mayardit, the President of the Republic of South Sudan, who we have loved to be here, but due to other national commitments, has asked me to represent him at this 71st session of the United Nations General Assembly. Allow me now to congratulate you for your election as the President of the 71st session of the General Assembly. I also want to commend the job well done by your predecessor, Mr. Mohen Lofot. More importantly, I pay tribute and appreciation to Mr. Ban Ki-moon, the Secretary General, for his achievements in the world and paying attention and interest in South Sudan. President Salva Kiir Mayardit gave His Excellency Ban Ki-moon a white bull as a sign of peace, and it has grown now ready to be delivered to His Excellency. We wish His Excellency all the best in his future endeavor. Meaning of white bull in my culture is peace. That's why he was given the white bull. Mr. President, Excellencies, every year we try to remind ourselves cordial principle of peace in the world. Although the theme of our gathering for this year is about sustainable development goals, a universal push to transform the world, we will still recognize the fact that without peace, we shall not be able to achieve this noble objective. Indeed, we need to transform our world so that we can collectively respond to many challenges that we face nowadays with precision, bringing human suffering to an end and ensuring that human dignity for all in the world is achieved and respected is a noble goal that we must all strive to achieve. My country, South Sudan, which was admitted to this Assembly of Nations 5 years ago in July 2011, was once again in conflict. This time around, South Sudan was at war with itself because of we, the leaders of the country, failed to agree on how to address the internal challenges of governance and leadership within our political party, the SPLM movement. After nearly 2 years of
protracted fighting with the help of the regional body, the neighboring country, the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, AU, Troika, EU, China, and the world, we reached and signed an agreement on the resolution of the conflict in South Sudan in August 2015, which we are currently strictly implementing. However, in the course of the implementation of the agreement, one of our leaders, the former chairman of the SPLM-SPLA in opposition, once again triggered another fighting last July on 7 up to 11, 2016, which caused instability. This time the fighting took place right inside the presidential palace, and the primary objective was to take over power by force. Fortunately, his forces were defeated in the ensuing battles, and he decided to flee Juba, abandoning the process of peace implementation we signed in Addis Ababa, August 2015. He has resorted to fighting the very government he was serving as its first vice president. After this departure, our party, the SPLM in opposition, which is the major partner to the agreement, met and agreed to replace him as a leader of the SPLM in opposition. The SPLM in opposition leadership took this decision after having established that the position of the first vice president was vacant, and that the option for the country and the people was not going back to war. They took this decision in order to allow peace and stability to prevail in the country, as well as for the SPLA to have a partner in the implementation of the peace agreement. To this end, a new leader for the SPLM-SPLA in opposition was elected. Therefore, I'm here representing my country as its first vice president. This time we are determined more than before to move our country forward in peace and development, developing it for it to avert the suffering of our people. Mr. President, Excellencies, allow me at this point to express our sincere gratitude and thanks to the United Nations for the humanitarian assistance it has rendered and continue to render to our people. I would like also to thank IGAD, AU, Troika, UN, EU, and China for their tireless efforts in ensuring that there was an agreement reached to end the conflict and the return of South Sudan to a peaceful and stable path. At the moment, I can report to you with confidence that the situation in my country is stable, peaceful, that my government is functioning, and life is returning back to normal. The Transitional National Legislative Assembly, TNLA, is operational and has been reconstituted and is continuing with its works. And cantonment of forces, cantonment areas for the armies is established. However, the effect of the conflict, coupled with the low global oil prices, has put our economy under unprecedented fiscal stresses, thus creating hardship for the general public. Nevertheless, together with our development partners and friends, we are exerting every effort to address these economic shocks through stabilization of the security situation, streamlining our fiscal policies, improving income from non-oil revenue, engaging in agricultural activities, mining, tourism, including ecotourism, and encouraging investors to come to South Sudan. Another important milestone is that South Sudan and Sudan now are moving quickly to make sure that the two states are reconciled and normalize their relationship to enable the two states to serve their citizens. There shall be no more harboring of negative forces from both countries. Sudan and South Sudan are also working closely with region, especially Ethiopia, Kenya, Uganda,
to realize the vision of sustainable development through the implementation of infrastructure such as power, roads to improve life of the citizens. Mr. President, Excellencies, more than note, we have taken decisions individually and sometimes collectively to try to address situations such as preventing a country from slipping into conflict, urging for reforms, democratization, respect for human rights, and so on. But sometimes the result of such actions may actually contribute to the same things that we were trying to avoid in the first place. Some leaders who may not agree with this intervention dictate that this negative action may dictate these negative actions. The point I'm trying to make here is that our intervention in such countries, taken supposedly to protect civilians, advance democracy, respect human rights and justice, have not always produced the expected results. Instead, in most cases, and we end up creating displacement and refugees. I have the inclination to believe that our problem as a global organization is that we have, in many cases, failed or refused to listen to views that come from these countries whose people's lives we want to improve. Mr. President, Excellencies, the universal push to transform the world through the sustainable development goals cannot be achieved without us listening to each other. Whether we are big nations or small ones, whether we are rich countries or poor ones, a developed nation or a developing country like mine, like South Sudan, what happens in one part of the world affects the other. Therefore, it is imperative that we work together to resolve critical issues that affect our planet, such as tourism, conflict, migration, and climate change, nuclear proliferation, racism, food insecurity, etc. These issues require collective and cooperative action in order to make this world a better place for all of us. If we want to transform our world, then all of us must be made to feel that we all belong to it as a matter of rights and obligations, and that we must work as true partners in its transformation. The attitude of superiority and patronage, disguised as promoting democracy, human rights, freedom and justice, can easily lead to serious crisis in form of resistance by the affected parties. We in South Sudan believe in dialogue and respect for each other as we engage in resolution of the problems. And as the UN Security Council continue to strive to maintain world peace and order as provided for in Article 23 and 24 of the UN Charter, we in South Sudan want to be active participants in the achievement of these noble goals. We want peace in South Sudan and the world at large, not only for the present generation, but also for the future generations. So our action as individual countries, as members of the United Nations, should be seen to promote peace and not to create more conflicts. In our most recent history, our action have created more sufferings than solving problems. This should and must not be the case if we want to be true to ideals and principles of principles stipulated in the UN Charter. Mr. President, Your Excellencies, I want to assure the August House that our government has consented to the UN Security Council Resolution 2304/2016, and its implementation is being discussed by and with by us and UN and UNMISS, Transitional Government of National Unity, the region. My government position is that
We have to engage more with UN on the details pertaining to the implementation of this resolution. This is in order to avoid drilling national healing and reconciliation. External intervention often affect negatively internal reconciliation. The task of the Regional Protection Force, RPF, can be advanced through a collaboration and cooperation with TGONO. Mr. President, Your Excellencies, last but not least, the Republic of South Sudan will cooperate with UNAMIS, the regional bodies, IGAD, EAC, AU, Troika, EU, and all our friends in a journey towards recovery from the tragedy that befell us. We promise to bring peace, justice, rebuild a strong and credible institution in our country. It is our plan to move the country forward on its major developmental projects, roads, bridges, new cities, power, education, health, modernize agriculture so that we can feed our people. We are going to commit our endowed resources from oil, mineral, human resource, etc., for the development of the youngest nation in the world. What we call upon you all as partners is support, cooperation, consultation, dialogue, as well as partner together in transforming our world through the attainment of the Sustainable Development Goals by 2030. Thank you for attention, Your Excellencies. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le vice-président de la République du Soudan du Sud de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. C'était les débats dans le cadre de la 71e Assemblée Générale des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'actualité se poursuit.